Voilà, aujourd'hui, on va parler de brefs rappels sur l'informatique, comme je l'avais promis. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'informatique est une science qui traite des informations d'une manière automatique et rationnelle. Donc, par définition, c'est une science qui étudie le traitement des informations d'une manière automatique et rationnelle à l'aide d'une machine appelée ordinateur. Et les mots informatique nous sort de deux mots. Il y a infor et matique. Infor, ce sont des informations et matique vient d'automatique. Donc, nous parlons ici des informations qui sont traitées d'une manière automatique. Donc, des informations et automatisation. Les autres peuvent définir l'informatique étant une science et une technique, juste pour l'étude et le traitement des informations. Mais ils ajoutent juste la technique, tout simplement parce que dans l'informatique, on a cette partie-là technique où on voit des matériels électroniques comme ordinateur qui participent à l'œuvre. Donc voilà un peu, pour faire court, retenez juste que c'est une science de traitement des informations et ce traitement des informations se font d'une manière automatique et rationnelle. Déjà, le terme informatique, c'est date de 1962. Il vient de la contraction du mot information et automatique. Déjà, l'histoire de l'informatique est justement marquée par la volonté des hommes d'automatiser certaines tâches longuement réalisées à la main, en particulier les calculs. Voilà, à l'époque, les gens, je pense bien, c'était dans l'armée. L'armée faisait des calculs balistiques. Ils voulaient savoir comment je peux tirer une balle ici pour que cette balle puisse atteindre X ou Y lieu ou Y personne. Donc pour ce faire, ils ont dit à mettre en place des techniques pour calculer ces différents métrages. Ainsi, déjà vers les années 1400 avant Jésus-Christ, il y a eu la création des bouliers chez les Chinois. En image, c'est ça les bouliers. Et ces bouliers ici permettaient en fait pour faire des calculs. Les Chinois savent comment ils utilisaient ça, comprenez. Donc au moins déjà en 1400, les Chinois ont mis en place ces bouliers. Et déjà en 1642, il y a eu le philosophe mathématicien Blaise Pascal qui a eu à construire la première machine à calculer, qu'on appelle la pascaline, aussi appelée roue Pascal, capable d'effectuer des additions et des soustractions. Et il y a eu la naissance des cartes qu'on appelle des cartes perforées. Déjà en 1800, le français Joseph-Marie Jacquard met au point un métier à tisser qui utilise des cartons perforés pour commander des mouvements des aiguilles. Un peu plus tard, en 1833, l'anglais Charles reprend ces principes et construit une machine encore plus élaborée que la machine à calculer de l'époque. La science est capable d'exécuter toutes les opérations et de les stocker. Donc, plus, moins, division, soustraction, et il pouvait aussi les stocker les résultats à la fin. C'est à son associé, quand ils ont fait l'association avec la mathématicienne Ada Byron, que l'on doit un peu plus tard le principe de la base de la programmation. Donc, pour les programmeurs, c'est grâce à ces gars-là, Charles, et notre mathématicienne Ada, qu'aujourd'hui nous parlons de la base de la programmation. On peut programmer des machines, on peut lui dire je vais ceci, je vais cela. Déjà en 1890, l'américain Herman a utilisé un appareil similaire pour dépouiller les résultats du recensement américain. Sa société s'appelait Tabulating Machine Company, deviendra plus tard IBM. Donc ce que nous avons aujourd'hui IBM, c'est en fait la société Tabulating Machine Company que IBM a eu à racheter. Le tout premier ordinateur est apparu en 1945 aux États-Unis. Son nom c'était l'ENIAC. L'ENIAC pour Electronic Numerator Integrator and Computer. Et puis les différentes techniques ou raisons sont là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ENIAC, c'était tellement grand, ça prenait toute une salle. Ne pensez pas que ce qui est sur la table, c'est ça l'ordinateur. Non, c'est toute cette image, c'est ça l'ordinateur. Toute la salle ici, c'est ça l'ordinateur. Tout ce que vous voyez au mur, tout ce que vous voyez sur le mur, tout ce que vous voyez là debout, à côté de ces hommes, donc c'est un ordinateur. Imaginez qu'un ordinateur comme ça, pour l'utiliser, vous voyez déjà, ils sont au nombre de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là déjà, c'est 6 personnes pour utiliser un seul ordinateur. Donc c'était l'ENIAC, vous pouvez lire les détails. Et il y a eu la naissance des premiers transistors. Les transistors, en fait, ce sont des éléments électroniques, les circuits électroniques, qui sont encore appelés des lampes.
Et en 1948, l'invention du transistor, un circuit très compact qui ne craint pas les chocs et ne chauffe pas, va accélérer le développement des ordinateurs. Les besoins en programmation informatique ou les besoins en programme informatique augmentent et de nouveaux métiers apparaissent. Donc, il y a eu la naissance de métiers comme programmation, analyse, ingénieur système. Donc des programmeurs, des analystes et des ingénieurs système ont apparu. Et l'industrie du logiciel émerge peu à peu. Dans les années 1950, les premiers langages évolués apparaissent, les COBOL. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont eu à faire l'informatique connaissent ça, les COBOL par histoire, et les Fortran. Par exemple, rendre les ordinateurs beaucoup plus faciles à programmer. Donc, ces langages de programmation ont été créés pour en fait programmer l'ordinateur, lui dire ce qu'on veut faire. Et vers les années 1971, il y a eu les premiers microprocesseurs Intel 4004. Les processeurs, on verra ça un peu plus loin si c'est quoi. Retenez que ça a été créé déjà en 1971 et il y a eu la naissance des micro-informatiques. Déjà en 1981, IBM a lancé le PC pour Personal Computer qui signifie en français ordinateur personnel. Le PC révolutionne la micro-informatique car c'est un ordinateur compatible, c'est-à-dire que tout le monde, tous les logiciels écrits pour cette machine fonctionnent avec n'importe quel autre PC. Donc, avec déjà les langages de programmation qu'on a eu apparaître avec des programmeurs, ils peuvent programmer et installer ces logiciels sur n'importe quel PC et les logiciels vont fonctionner. Et c'est pourquoi de nombreux logiciels d'applications comme traitement de texte, gestion de bases de données, les SGBD, sont rapidement disponibles, parmi lesquels c'est de la société Microsoft de Bill Gates, fondée en 1975. Et en 1984, le système Macintosh d'Apple. Apple, c'est celui qui fabrique les Macintosh, les iPhones. Apple Computer sont les premiers à être dotés d'une interface graphique. Donc avant, on verra ça quand on parlera des softs ou des logiciels, c'est quoi l'interface graphique et comment se présentaient les systèmes d'exploitation avant la naissance de ces premiers Apple qui est apparu avec des interfaces graphiques. Et un peu plus tard, il y a eu un ordinateur avec une souris. Donc, c'est-à-dire avant, on n'utilisait pas un ordinateur avec une souris et avec un clavier. Il y a eu la naissance de la souris et on peut cliquer sur les icônes avec la souris, on verra ça. Et la première version de Windows en commercialisation par Microsoft est apparue en 1985. Donc voilà. Et il s'est inspiré pour rendre l'utilisation des PC plus conviviale. À la fin des années 1980, les premiers ordinateurs portables font leur apparition. Ils sont plus légers et moins encombrants que ce qu'on appelle désormais par opposition les ordinateurs de bureau. Et présentement, ils présentent des avantages de pouvoir être transportés facilement. Vous verrez là, par exemple, là, c'est un ordinateur de bureau. Il y en a là. Et puis là, c'est un ordinateur portable qui est juste à droite. Voilà, c'est que c'est un ordinateur. Déjà, un ordinateur, il faut le retenir, c'est une machine électronique qui traite des informations d'une manière automatique grâce au logiciel bien précis. On verra ça un peu en détail. Déjà, il faut le savoir. Tout au début, on a défini l'informatique étant une science de traitement des informations. Mais pour traiter ces informations, l'informatique a besoin de quoi? L'informatique a besoin d'un ordinateur. Les parties d'un ordinateur. Un ordinateur est composé de deux parties généralement. Il y a la partie hardware qu'on appelle en français matériel et il y a une autre partie software qu'on appelle en français logiciel. Ce sont ces deux parties d'un ordinateur. Et déjà la partie matérielle, c'est la partie matérielle d'un ordinateur. Donc on appelle la partie hardware en français matériel. Elle est composée de composants palpables ou des éléments palpables d'un ordinateur. Donc cette partie, c'est toute une partie qu'on peut toucher. Avec votre ordinateur, là, vous êtes en train de me suivre. Vous avez un ordinateur, vous pouvez toucher cet ordinateur, vous pouvez le déplacer d'un endroit à un autre. C'est ça, cette partie-là, que nous appelons la partie hardware. C'est ça, cette partie que nous appelons la partie matérielle. La composition matérielle d'un ordinateur, un ordinateur est composé des éléments matériels suivants. Donc, nous sommes toujours au niveau des hardware. On n'est pas au niveau des software. Software, on verra plus loin. Nous sommes toujours au niveau de la partie hardware. Donc, hardware, c'est ça, la partie ici, qui est composée avec des éléments indispensables comme les moniteurs ou écrans, comme l'unité centrale, la souris et les claviers.
Ce sont ces 4 éléments indispensables. Pour se dire que j'ai un ordinateur de bureau, il faut avoir le moniteur, il faut avoir l'unité centrale, la souris et le clavier. Dès que tu as ces 4 éléments, tu peux te dire que tu as un ordinateur. Et en complément, comme on ne peut pas s'arrêter toujours là, on peut associer un ordinateur au câble, donc à la connexion Internet. On peut l'associer à des imprimantes, haut-parleurs ou enceintes acoustiques, webcam, manettes de jeu, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui viennent en association pour soutenir ou accompagner ces 4 éléments indispensables. Voilà, déjà, il faut retenir que ces éléments sont, par exemple, on a les moniteurs. Je vais un peu vous présenter quelques-uns, les plus importants, les plus utiles. On a les moniteurs. Les moniteurs permettent à afficher, à visualiser tout ce qui se passe dans l'ordinateur. Sans les moniteurs, on ne peut pas visualiser le travail que nous sommes en train de faire. On ne sait pas comment voir ce que nous sommes en train de faire ou de cliquer. Sinon, sans les moniteurs, l'ordinateur, je ne sais pas, ça sert peut-être à autre chose comme être serveur par exemple, mais je ne vais pas entrer dedans pour ne pas vous embrouiller. Mais déjà, retenez que le moniteur nous permet de visualiser les informations d'un ordinateur. Il y a l'unité centrale qui est le central d'un ordinateur. C'est lui, c'est dans l'unité centrale que ça se passe, ça s'effectue tous les traitements, tout. L'unité centrale traite et puis l'écran ou le moniteur affiche. Les deux sont liés. Et pour faire la liaison entre les deux, il nous faut ces 2 câbles. Soit vous utilisez un câble VGA ou soit vous utilisez un câble HDMI. Les deux, ce n'est pas utilisé au même moment, non. Soit vous utilisez VGA, soit vous utilisez HDMI. Les VGA, c'est un peu comme une ancienne technologie depuis que les ordinateurs ont été créés, tandis que les câbles HDMI, c'est comme une nouvelle technologie avec des actuels ordinateurs, avec des actuelles machines. D'ailleurs, il n'y a plus même les ports VGA. Beaucoup de machines ont supprimé des ports VGA. Ils n'ont laissé que des ports HDMI. En bas ici, vous pouvez les relier les deux. Les ports sont derrière le moniteur et derrière l'unité centrale. Vous pouvez les relier grâce à une de ces câbles. En bas, on a un disque dur. Chaque ordinateur a une mémoire de stockage. On a ici déjà 3 types de mémoire que je vais vous présenter ici. Il y a la mémoire de masse ou de stockage, la mémoire RAM et la mémoire ROM. Je vais vous donner des définitions et des explications. Déjà, il faut retenir que cette mémoire de masse, on appelle ça communément des disques durs. Ça permet de faire des stockages de masse, c'est-à-dire des informations. Films, photos, vidéos, blabla, les textes, les images et consorts. Vous pouvez les enregistrer ou les stocker dans votre disque dur ou mémoire de masse. Il y en a beaucoup, il y a des disques internes et des disques externes. Et puis des tailles, il y en a beaucoup aussi. Par exemple, là, vous voyez ici, on a écrit 3 Tera. Actuellement, on a des disques de 100 Tera, 1000 Tera même, ainsi de suite. Et ici, il y a, nous avons ici cette mémoire qu'on appelle la mémoire RAM. À quoi ça sert cette mémoire RAM? Cette mémoire RAM, déjà par définition, RAM signifie Random Access Memory. Donc, en français, on peut le définir par mémoire à accès aléatoire. Random, c'est aléatoire. Access, c'est accès. Memory, c'est mémoire. Donc, mémoire à accès aléatoire. Pourquoi on dit mémoire à accès aléatoire? Parce que la mémoire RAM, c'est elle qui, en fait, stocke des informations traitées avant que ces informations puissent aller peut-être dans les disques durs. Donc, pour bien travailler avec son ordinateur, un ordinateur qui n'a pas de RAM ne va pas s'ouvrir déjà. Et un ordinateur qui a une mémoire RAM plus basse, qui ne comporte pas avec les microprocesseurs, on verra c'est quoi les microprocesseurs un peu plus loin, cet ordinateur ne va pas fonctionner bien. Il y aura un peu de lenteur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Si votre ordinateur a de la mémoire RAM plus basse, en tout cas, votre ordinateur ne va pas bien fonctionner. Il y aura des lenteurs. Cette mémoire RAM, c'est très important dans un ordinateur. Il y en a des 524 mégas, il y en a des 1 giga, 2 giga, 4 giga, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup de sortes. C'est ça l'importance de la mémoire RAM. Et il y a ici la mémoire ROM. ROM déjà signifie Read Only Memory. Mémoire à la lecture seule. Read, lecture, only, seule, memory, mémoire. Mémoire à la lecture seule. Pourquoi mémoire à la lecture seule? Pourquoi ici mémoire à accès aléatoire? Accès aléatoire tout simplement d'abord pour les RAM parce que
On y accède, on écrit, mais s'il y a coupure du courant, ou soit s'il y a redémarrage de l'ordinateur, toutes les informations s'écrasent et la mémoire revient vide. C'est pourquoi on dit accès aléatoire. Tandis que ici, c'est à la lecture seule. Pourquoi la lecture seule? Parce qu'on n'y écrit rien. On ne peut pas y stocker quelque chose, on ne peut pas écrire dedans. Tout ce qu'on peut faire, c'est lire. On fait que la lecture. Qu'est-ce qu'on lit dedans? Parfois, vous avez déjà votre ordinateur, vous l'ouvrez. Vous voyez par exemple, il affiche Toshiba. Il affiche par exemple HP et plusieurs détails en bas. Ces informations-là, ou la date et l'année de la fabrication, ces informations sont stockées dans ROM. On ne peut pas les modifier, on ne peut pas les supprimer, mais on peut les lire. C'est ça, les différentes informations. On verra un peu aussi plus loin que les BIOS. Les BIOS, je vais vous expliquer si c'est quoi. Les BIOS est stocké aussi dans cette mémoire ROM. À droite ici, on a les ports. Derrière l'unité centrale ici, il y a plusieurs ports. Même devant ici, vous voyez, il y a d'autres ports devant. Les ports, ce sont des trous qui permettent à relier l'ordinateur avec d'autres périphériques. Comme par exemple cette périphérique de sortie, qui est l'écran, est relié grâce à ces ports. Les ports VGA ou soit les ports HDMI. Et ces deux ports, pour les relier, on utilise des câbles. Vous voyez là, j'ai présenté ces deux câbles pour l'écran et l'unité centrale, les câbles VGA et les câbles HDMI. Donc, il y a différents ports. Il y a les ports USB, il y a les ports pour souris et clavier, les anciens, mais actuellement, il y en a plus. Actuellement, il n'y a que les ports USB parce qu'on a supprimé des claviers en PSD. Il y a maintenant des claviers à port USB. Il y a des ports pour audio, les ports pour les réseaux, les câbles RJ45 et consorts. Il y a sur l'unité centrale, il y a encore ce que nous appelons, ou sur l'ordinateur, il y a ce que nous appelons les lecteurs CD ou lecteurs DVD. Ce sont des lecteurs qui permettent à faire la lecture de ce qu'on appelle les CD. Ça peut être des CD-ROM, des CD-DVD, tous nous connaissons les CD. J'ai représenté une petite image ici des CD. Et ces lecteurs sont soit un lecteur interne qui est dans l'ordinateur, soit un lecteur externe. Ça, c'est un lecteur externe, ça, c'est interne. Voilà, à droite, nous avons notre fameux microprocesseur. Ce microprocesseur permet à quoi? Déjà, retenez, c'est le système qui permet l'exécution des instructions d'un ordinateur. Déjà, toutes les instructions, si vous cliquez, si je fais ça, cette instruction pour que ça soit interprété comme affiche des informations comme ça passe d'abord par le microprocesseur. Le microprocesseur traite et puis remet au moniteur pour que le moniteur puisse m'afficher les résultats. Donc voilà un peu. Ces microprocesseurs, il y en a nombreux et il y a des capacités. Par exemple, là, c'est Intel Core i7. Il y a Intel Core Dual Core. Il y a Intel Core i3, Core i5. Actuellement, c'est i7 qui est sur le marché. Et c'est par rapport aussi aux performances. Déjà, si vous avez un ordinateur avec Intel i5 ou i3, c'est déjà tellement performant que vous ne pouvez pas savoir parce qu'il y a plusieurs processeurs à l'intérieur de votre machine. En bas ici, il y a notre fameux BIOS que j'ai parlé ici quand j'ai expliqué sur la mémoire ROM. J'ai dit, dans ROM, on a BIOS qui est stocké dedans. C'est quoi BIOS? Déjà, par définition, il faut retenir, BIOS signifie Basic Input Output System, qui est un programme basique servant d'interface entre le système d'exploitation et la carte mère, ou soit et le matériel. Le BIOS est stocké dans une mémoire ROM que nous verrons, que j'ai eu déjà à présenter. Une mémoire ROM, c'est dans cette mémoire qu'on a stocké les BIOS. À quoi ça sert le BIOS? On a dit ici, ça sert d'interface entre les matériels et les systèmes d'exploitation. Oui, bien sûr, parce que vous voyez, quand vous ouvrez votre ordinateur, s'il y a la souris qui manque ou le clavier qui n'est pas branché à votre unité centrale, d'office, c'est BIOS qui vous enverrait un message pour vous dire que je ne vois pas le clavier, je ne vois pas la souris. S'il y a un problème du système d'exploitation, on verra c'est quoi le système d'exploitation quand on parlera des logiciels. Le BIOS va vous envoyer un message pour vous dire que votre ordinateur, voilà, votre ordinateur, voilà. C'est en fait dans le BIOS.